Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, merci à tous d'avoir répondu présent pour notre première édition de la journée Prendre soin de ceux qui soignent, co-organisée par les CPTS Val d'Orge et Cœur-Essonne. Voilà, on est ravis d'être là. On espère que vous allez pouvoir profiter pleinement de cette journée pour vous et que tout va bien se passer. Et pour introduire cette journée, on a invité Alexis Bataille-Imbert et Catherine Cornibert, voilà, qui sont complètement spécialisés sur le sujet et qui vont donc introduire ça mieux que moi. Donc, je leur laisse la parole. Écoutez, merci au CPTS Cœur Essonne et Val d'Orge pour cette invitation. Et je me réjouis à titre personnel qu'il y ait ce genre d'événement qui se déroule un petit peu partout sur le territoire. Parce que, évidemment, le sujet de la prise en soin de ceux qui soignent, c'est désormais fondamental parce que c'est d'une part à prendre soin à l'échelle individuelle de nos soignants et puis, in fine, assurer la stabilité et la pérennité de notre système de santé dont on sait aujourd'hui quand même que le débat budgétaire revient beaucoup sur ces impératifs. Il est de plus en plus sous contrainte, donc les soignants eux-mêmes sont également contraints par ces exercices particuliers et en particulier quand on parle des professionnels de santé libéraux. Ce sujet de la santé des soignants, pour vous donner un contexte assez global sur la thématique, il a été abordé depuis de nombreuses années en France. Ça fait environ 40 ans qu'on parle de la santé des soignants, mais sous différents angles, à commencer par celui de la santé au travail, et puis progressivement, de manière plus globale, à commencer en 2016 par un premier plan français qui s'appelait Prendre soin de ceux qui soignent, qui a été mis en place par Marisol Touraine, qui a été ministre de la Santé de l'époque. Puis 2 ans après, avec un observatoire national de la qualité de vie et des conditions de travail des professionnels de santé, qui lui a été mis en place par Agnès Buzyn, elle-même ministre de la Santé. Euh, Néanmoins, la crise Covid, vous l'avez connue, nous l'avons connue, a un peu suspendu tout ça, mais a en même temps pu mettre en lumière les professionnels de santé. Et quand je dis professionnels de santé, je devrais même dire soignants, parce qu'il y a à la fois ceux qui sont au chevet du patient et puis les autres fonctions, les autres professionnels qui ont quand même un intérêt et une activité directe ou indirecte sur la qualité et la sécurité des soins. Donc cette crise pandémique, elle a mis en lumière que d'abord, les soignants étaient absolument nécessaires, étaient les premiers recours en cas de crise, et notamment donc avec ce risque pandémique. Et paradoxalement, ceux qui prenaient soin des autres étaient parfois les moins bien soignés, avaient un état de santé plus dégradé que la population générale. Et donc, post-crise, est arrivé le constat suivant, c'est que de quelle manière, d'une part, on devait prendre soin des professionnels de santé, et puis d'autre part, quels étaient les grands besoins et les urgences sur lesquels il fallait absolument travailler, partant du principe que beaucoup d'autres acteurs, et Catherine Cornibert, qui représente l'Institut Soins professionnels de santé, fait partie de ces pionnières, euh, beaucoup n'avaient pas attendu la pandémie pour se lancer sur cette thématique. Donc en 2023, Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, nous a confié au docteur Philippe de Normandie, à la docteure Marine-Chryse Guilluy et moi, infirmier, une mission ministérielle sur le sujet de la santé des soignants, avec pour objectif assez simple, c'était de dresser un état des lieux de la santé de nos soignants et puis d'aller voir sur le terrain ce qui fonctionnait bien et de quelle manière on pouvait envisager à l'avenir un plan d'action destiné à améliorer et préserver la santé de ceux qui soignent. Donc ce travail, on l'a mené en 2023 pendant 8 mois, avec dans un premier temps une séquence entièrement dédiée au constat, même si on avait des baromètres, même si on avait des statistiques, on n'avait pas à ce stade une cartographie complète de l'état de santé de l'ensemble des soignants. Et on s'est intéressé à regarder cet état de santé sous deux angles très naturels, la santé mentale et la santé physique. Euh, du côté de la santé physique, les constats, vous les connaissez plus ou moins bien. C'est les troubles musculo-squelettiques, c'est la fatigue physique, sont les risques liés à la manutention et à l'activité, je dirais, assez particulière lorsqu'on est
au plus proche du soigné, avec une vraie activité physique. Mais de l'autre côté, côté santé mentale, évidemment, on touchait du doigt déjà en 2023 ce qui est la plus grande problématique, à mon sens, liée à l'état de santé des professionnels de santé, sont tous les troubles de santé mentale liés à l'épuisement professionnel, aux troubles anxieux, à la dépression, voire au burn-out dans certains cas. Dans notre consultation nationale, on a identifié auprès de près de 50 000 professionnels de santé interrogés que, évidemment, si le burn-out avait une place importante dans les pathologies rencontrées par les soignants en termes de santé mentale, il y avait également l'épuisement professionnel, la fatigue de compassion, les troubles anxieux, qu'il y avait également des stratégies d'adaptation inadaptées en matière de prise en charge de la gestion émotionnelle et du stress, à commencer par les addictions, mais que le sujet n'était pas tant une responsabilité individuelle, et on aurait tort de considérer que si les soignants vont mal, c'est parce qu'ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes. C'est surtout une problématique organisationnelle. C'est une problématique de système. Et lorsque l'on a donné la parole aux soignants euh, en leur demandant de quoi ils avaient besoin, le premier sujet a été celui de l'organisation du travail. Ensuite, ça a été celui de la rémunération. Et puis enfin, c'était de quelle manière on pouvait les accompagner à gagner en compétences sur l'auto-soin, sur une meilleure compréhension des techniques adaptées en premier recours à prendre soin d'eux-mêmes. Et puis pour les libéraux, c'était aussi de quelle manière leur exercice particulier, qui admet des facteurs d'isolement, même si l'exercice coordonné tel que les CPTS permet quand même de temps à autre de vous rassembler et de vous permettre d'échanger entre vous, mais l'exercice libéral reste par nature assez isolé. Comment également on pouvait travailler sur les facteurs de sécurité et de violence, parce qu'on le voit et l'actualité nous le rappelle, je pense aux infirmiers en tête, il y a beaucoup de situations de violence, qu'elles soient physiques ou verbales, qui sont rencontrées par les professionnels de santé, à la fois au cabinet, mais également au domicile ou entre les domiciles. Euh, et ça, là-dessus, évidemment, il y a à la fois un sujet euh, de prise en compte et de considération de certaines pathologies, puisque l'Observatoire national des violences en santé a démontré, par exemple, que la plupart des violences rencontrées dans ce secteur étaient des violences associées à des pathologies. Mais néanmoins, il y a aussi des violences qui ne sont pas dues à des pathologies, et rien n'excuse, à vrai dire, les violences faites aux professionnels de santé. Donc, de quelle manière on peut transformer, de quelle manière on peut accompagner à la fois les usagers, mais également les soignants à mieux gérer ces violences avec un objectif de les faire totalement disparaître. En ce qui concerne la médecine de prévention et de santé au travail, il y a également un vrai sujet pour les professionnels de santé libéraux. Donc, c'est de quelle manière on peut vous accompagner pour que vous puissiez bénéficier de ces services, à savoir que de manière très pragmatique, lorsque l'on est professionnel de santé libérale, s'arrêter c'est mettre en péril le modèle économique de son cabinet, sans forcément chercher à faire du bénéfice, mais il y a quand même un modèle économique à avoir, il y a quand même voilà, une activité à maintenir, et donc l'arrêt de travail. On sait que les conditions de l'arrêt de travail chez les professionnels de santé libéraux quand même sont très particulières. Donc, de quelle manière également on peut faire de l'arrêt de travail quelque chose qui n'est pas mal vécu, mais au contraire qui est nécessaire parce que c'est aussi la stabilité à moyen long terme de votre activité. Et puis enfin, c'est aussi la considération plus générale autour de la vulnérabilité, parce qu'il y a aussi un vrai sujet autour de la culture soignante et de la manière avec laquelle on envisage la santé, notre santé, à commencer par un déni qui est extrêmement fort, parce que, à vrai dire, quand on est soignant, on considère que d'abord on banalise notre propre santé, parce qu'on a quand même en majorité face à nous des patients qui sont en plus mauvaise santé que soi, où on rencontre des situations sociales qui peuvent être dégradées, donc on banalise notre propre santé.
Il y a un certain nombre de fausses croyances également sur notre capacité à prendre soin de nous-mêmes. Alors, peut-être un peu moins pour les paramédicaux, mais plutôt pour les médicaux. Il y a aussi une capacité de se prescrire un certain nombre de choses ou de s'automédiquer qui entraîne des retards dans l'offre de soins, dans l'accès aux soins. Et puis, on a une offre de soins qui est elle-même très parcellaire et aujourd'hui, on a pu identifier sur le territoire un certain nombre de filières dédiées aux professionnels de santé, je pense à la santé mentale, avec des cliniques ou des unités dédiées qui proposent des programmes de réhabilitation psychosociale pour les soignants en situation d'épuisement professionnel, de troubles anxieux ou de burn-out. Euh, mais au-delà des soins, il y a également un vrai sujet autour de la prévention. Et c'est là où des acteurs comme l'Institut Soins Professionnels de Santé, représenté par Catherine Cornibert, ou d'autres acteurs, je pense au Centre Prévention Travail, à l'unité du Centre hospitalier universitaire de Nice, à différentes actions menées par des CPTS ou par des acteurs sur les territoires auprès des libéraux, ont un rôle à jouer parce que tout ne doit pas être soin. Au contraire, il doit y avoir un vrai aspect de prévention et de considération de saisir immédiatement euh, une offre destinée à mieux comprendre quelles peuvent être les difficultés rencontrées lorsque l'on est soignant, quelles peuvent être les vulnérabilités spécifiques à notre exercice professionnel, de quelle manière on lutte contre ces risques professionnels, et puis au tout venant, comment on se saisit de l'offre de prévention en population générale. Je prends toujours cet exemple-là, les soignantes ont un taux d'accès et un taux de recours au dépistage du cancer du sein plus faible que les femmes en population générale. Donc, comment on vous permet de mieux mobiliser ces outils, comment on vous permet d'y accéder, et puis à nouveau, comment on permet de considérer que la vulnérabilité, ce n'est pas une fatalité, bien au contraire. Et on le sait, je pense, mieux que beaucoup de personnes lorsque l'on est professionnel, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et en matière de soins soignants, c'est sans doute le leitmotiv à avoir. Cette mission ministérielle, donc elle s'est déroulée, comme j'ai dit, en 2023. Depuis, vous suivez l'actualité sans doute aussi bien que moi. Il y a eu beaucoup de mouvements politiques, beaucoup de ministres de la Santé qui se sont succédés. Et on a pu obtenir la mise en place en juin dernier d'un comité de suivi ministériel dédié à ce sujet, qui est chargé de traduire notre rapport en plan d'action, avec pour objectif de non pas de produire une énorme feuille de route, quelque chose qui soit une vraie usine à gaz et qui sur le terrain ne se concrétise pas, mais d'avoir des actions très concrètes, très lisibles, très compréhensibles sur le terrain, parce que évidemment, lorsqu'on est plongé dans un quotidien de soins, quand on a le nez dans le guindeau, euh, la volonté politique, les messages politiques, d'abord, ça nous échappe, et puis ensuite, on peut avoir l'impression que c'est totalement déconnecté de la réalité de terrain, et en particulier lorsque l'on est libéral, parce qu'on n'exerce pas dans un environnement de travail stable comme on peut le rencontrer en établissement de santé. Donc moi, je suis à votre disposition d'abord pour échanger à la fin, et puis aussi pour imaginer de quelle manière vous, professionnels de santé libéraux, vous pouvez nous faire remonter des idées. Vous pouvez peut-être réévaluer les propositions, les critiquer. Et je préfère que vous critiquiez ces idées avant qu'elles soient mises en place, plutôt qu'une fois qu'elles sont proposées par les pouvoirs publics. Et surtout, euh, quels sont, à votre sens, vos besoins de santé, vos priorités, au-delà des sujets, je dirais, purement fonctionnels comme la rémunération, la revalorisation des actes ou l'organisation du travail. Vous, quelles sont vos priorités en matière de santé? On pourra en échanger tout à l'heure. Les CPTS ont également mon adresse mail et mes coordonnées, donc pourront vous les communiquer avec plaisir. N'hésitez pas, je reste à votre disposition et bah, justement, pour parler de choses concrètes, je vous propose de passer la parole à Catherine Cornibert, directrice générale de l'Institut Soins aux professionnels de santé. Merci beaucoup Alexis pour tes propos introductifs, concrets et dynamiques qui a fait que la santé des soignants a repris
a pris une place importante dans l'univers institutionnel, dans votre univers, et aussi pour défendre la cause, parce que c'est vrai que les chiffres, même si on dit que on est bien soigné en France, on a beaucoup de chance, le système de soins a beaucoup de chance et que des pays étrangers nous envient, il reste néanmoins urgent de s'occuper de la santé des soignants, comme l'a dit Alexis, et toutes les enquêtes, études récentes, mais aussi que nous avons fait depuis 10 ans, puisque SPS a 10 ans, et avait déjà constaté il y a 10 ans, en tout cas, que 50% des professionnels de santé étaient confrontés à un burn-out. Et Alexis dit même que ça remonte à 40 ans, donc vous voyez que ce problème n'est pas récent, néanmoins il s'est accru depuis la crise sanitaire et il s'est amplifié. Et j'ai envie de dire que maintenant, les soignants et les professionnels de santé osent en parler. Quand on parle de soignants, déjà, c'est avec un grand S. C'est évidemment au sens du soin, mais aussi au sens de prendre soin. Donc, dedans, il y a les paramédicaux, il y a les administratifs, il y a le médico-social, il y a tout, en fait, les professionnels sur un territoire qui améliorent la qualité de vie d'un patient. Donc, un soignant, en tout cas au niveau de notre définition, au niveau de SPS, c'est quelqu'un non seulement qui soigne, mais qui prend soin de l'autre, donc, et qui, en fait, fait partie de la chaîne du soin pour améliorer la qualité de vie d'un patient. Donc, voilà ce petit propos introductif pour me présenter. Moi, je suis Catherine Cornibert, je suis pharmacienne de formation. Je suis directrice générale de SPS depuis maintenant, qui a été créée il y a 10 ans et dont je suis une des cofondatrices. Et SPS est devenu depuis octobre 2025 l'Institut pour la santé des soignants. Derrière, c'est pas juste un mot et un changement de couleur, de violet et de changement de logo, mais c'est vraiment une légitimité sur la santé des soignants, d'apporter effectivement un certain nombre de ressources dont je vais vous déployer rapidement. Mais c'est aussi derrière une mobilisation territoriale pour aller vers vous, pour être au plus proche de vous, pour essayer de mesurer aussi les besoins de ressources. Et puis derrière l'Institut, c'est aussi un certain nombre de recherches, d'études, d'évaluations et de partenariats académiques que nous avons tissés depuis quelques années, mais que nous renforçons, notamment avec des écoles, avec des instituts de recherche, avec de plus en plus d'enquêtes. D'ailleurs, si ça vous dit, on a fait, nous, déjà de nombreuses enquêtes pour mesurer l'état de santé sur un territoire avec des CPTS, et on en fait au niveau des régions, des départements, parce que ce qui est important de connaître maintenant, certes, c'est la dimension nationale où on sait que un soignant sur deux se sent épuisé, et ça, c'est les différentes études dont a cité Alexis avec le rapport ministériel, mais depuis, il y a eu le rapport Odoxa, effectivement, sur l'état de santé des hospitaliers. Il y a eu 5 rapports de fédérations en santé qui ont montré que les étudiants en santé eux-mêmes étaient impactés et qu'ils arrêtaient pour 20, par exemple, entre 15 et 20% leurs études avant la troisième année, qu'ils avaient d'autres critères alarmants, comme les idées suicidaires jusqu'à 25%, l'isolement, la précarité. Et puis, évidemment, vous n'êtes, les libéraux, pas épargnés sur l'état de santé, puisque Alexis l'a rappelé, sur l'isolement, mais aussi la santé mentale et la santé physique, qui fait qu'il est urgent de s'occuper de la santé de nos soignants. Et la récente étude de l'OMS internationale montre que c'est un enjeu de santé publique, c'est même une priorité de santé publique. Cette étude de l'OMS place la France comme étant un des plus gros pays où il y a le plus mauvais état de santé, notamment dans l'addiction. On est numéro un, donc c'est vrai que ça peut être inquiétant. Il est urgent de s'occuper de nos soignants pour qu'ils préservent effectivement leur santé, pour améliorer la vie de tous. Et c'est effectivement notre raison d'être au niveau de SPS, au niveau de l'Institut pour la santé des soignants. Donc tout ça pour vous dire que au niveau de SPS et de l'Institut pour la santé des soignants, notre première mission, c'est de défendre la cause. Notre première mission, c'est de communiquer ces chiffres, non pas pour être alarmiste, mais pour effectivement proposer des actions concrètes, dynamiques,
à tous les soignants, que ce soit les hospitaliers, les libéraux, les administratifs, les étudiants en santé, pour préserver leur santé, essayer de rentrer effectivement pour essayer de ne pas en arriver là, dans ce cadre-là. Donc défendre la cause, c'est, aller voir, nos instances institutionnelles, même si Alexis a rappelé que c'était assez chaotique en ce moment, mais nous, c'est notre combat depuis 10 ans, donc on continue. C'est l'aboutissement à une feuille de route, pour, avoir, et partager un certain nombre d'actions, collectives qui seront mises en place au sein du territoire national, mais auprès des territoires. C'est aussi, un colloque national que nous avons, que nous mettons en place tous les ans. Ça a été le 11e colloque national au ministère de la Santé cette année qui, a commencé à appeler à la grande cause nationale puisque SPS va essayer de mobiliser un certain nombre d'acteurs pour que, la santé des soignants devienne la grande cause nationale. On l'a actuellement sur la santé mentale, ça serait juste une belle continuité parce que si on n'a pas de soignants, ben, on n'a plus de vie et on aura beau mettre en place toutes les grandes causes possibles sur l'obésité, le bien vieillir, etc. Le soin, c'est notre vie à tous, donc c'est pour ça qu'on appelle à la grande cause avec des chiffres et la légitimité qui va derrière. C'est aussi des rencontres sur le territoire, c'est aussi la mobilisation territoriale, comme je le disais, donc défendre la santé des soignants, c'est notre combat, à tous et on appelle effectivement collectivement, à aller chercher cette grande cause. Mais concrètement, ce que je veux, en tout cas dans le quart d'heure, les 10 minutes qui me restent, c'est de vous donner des actions très concrètes. En fait, finalement, une boîte à outils pour que si vous êtes vulnérable, si dans votre entourage, il y a des soignants qui sont en souffrance, il y a des soignants qui sont en idées suicidaires, il y a des soignants qui se font harceler, il y a des soignants qui sont fatigués, de leur proposer une véritable boîte à outils qui peut être de l'accompagnement, mais qui peuvent être aussi de la sensibilisation, de la formation, pour leur mieux-être. Donc cette boîte à outils, elle, s'oriente autour de 2 grandes missions: le soutien, plutôt psychologique et l'appréhension et la sensibilisation. Donc dans le soutien, nous avons mis en place depuis 9 ans une plateforme nationale d'écoute composée de plus de 120 psychologues, qui sont formés au post-traumatique et à la prévention du suicide, qui sont tous des psychologues cliniciens qui accueillent tout type de soignants et d'étudiants en santé de façon gratuite, anonyme et confidentielle avec 100% de décrochés. Donc, ces psychologues sont joignables soit via un numéro vert, qui est le 0805 23 23 36, soit une application que je vous encourage dès maintenant à télécharger sur votre smartphone, qui est Asso SPS, et vous pouvez avoir directement sur votre smartphone la possibilité de contacter des psychologues tout le temps disponibles, et qui vous accueillent jour et nuit. C'est à travers, cette plateforme, l'accueil à peu près de 30 la nuit, de nos appels, et le week-end. Donc je vais juste visuellement vous faire partager ce numéro vert parce que c'est vraiment très important, et c'est le premier message que je voulais vous faire passer. C'est que si vous avez un collègue, vous-même, votre entourage, de soignants qui a envie d'échanger, de ne pas rester surtout ne pas rester seul, appelez effectivement, ce numéro vert, le 0805 23 23 36, ou télécharger l'application qui vous permet de choisir le psychologue, de le rappeler puisque quand on tape, sur, le visage de psychologue sur la plateforme, on voit effectivement, son planning de disponibilité dans la journée et son profil pour pouvoir effectivement choisir, son psychologue. Derrière cette application, vous avez 2 carrés. Le carré du haut qui permet effectivement, de voir les psychologues, disponibles, sur la plateforme, et je vous dis en ce moment, j'ai 3, 4, 5 personnes, hein, je suis en train de voir, ils sont en orange, 6 même, qui sont en consultation au moment où je vous parle. Ça veut dire qu'on a en moyenne par jour une vingtaine d'appels minimum, de soignants qui consultent cette plateforme, qui est écoutée par des psychologues, et en moyenne, l'appel, c'est une demi-heure et on a tout type de soignants, mais surtout des femmes à 75%. L'appel dure environ une demi-heure
Et c'est très important effectivement de pouvoir avoir un lien pour pouvoir échanger, pour pouvoir, comme ils disent, passer un cap sur cette plateforme et avec des psychologues qui sont formés, qui sont là pour vous écouter. Donc, les écoutes sont en tout cas numérotées, j'ai envie de dire, de façon professionnelle par les psychologues de 0 à 5. 0 étant un simple appel administratif pour savoir si ça marche bien. Et je vous encourage effectivement, parce qu'avant de diffuser le numéro, on aime bien essayer, ou juste avoir des informations sur SPS. Et 5 étant un appel d'urgence immédiate qui permet de déclencher le SAMU en cas d'idée suicidaire des personnes. C'est pas rare, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup trop. On a eu 50 appels environ d'urgence suicidaire imminente et on a ce qu'on appelle les appels de 1 à 4 avec des appels grade 4 qui permet, avec l'accord de la personne, de désanonymiser les appels. Et nous, on a une cellule d'urgence au niveau de l'association composée de 4 personnes qui permet de rappeler environ dans les 2 heures la personne pour désamorcer les crises suicidaires et la plupart du temps les hospitaliser dans des unités dédiées qu'on a référencées partout en France. On n'a aucun lien économique, mais on a juste un réseau assez visible qui nous permet assez rapidement d'hospitaliser le soignant qui en aurait besoin. Donc vous voyez qu'au-delà de l'écoute, déjà qui est très professionnalisée, il y a une approche médicalisée de réorientation vers un réseau national du risque psychosocial qui est composé à environ de 200 personnes, hein, de personnes qui au départ nous avaient été communiquées. Ces personnes sont des psychologues par la santé des armées et qui sont des psychologues civils qui sont formés au post-traumatique et qui ont l'habitude de recevoir des militaires dans de mission. Et c'est pour ça effectivement qu'on a pris ces personnes et ce professionnalisme pour pouvoir réorienter les personnes qui en avaient le plus besoin. Donc on a, j'ai envie de dire, le plus bel observatoire de la santé des soignants en France, puisque tous les jours, on a le profil des appels et on a un compte-rendu à la fin de chaque appel des psychologues, et selon également une grille ANACT, hein, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, qui nous permet d'avoir des données à nos partenaires qui nous financent effectivement ces plateformes et qui souvent est soutenue par, en tout cas, les ARS et la CNAM. Donc voilà cette première mission, hein, qui est une mission pour permettre de rompre l'isolement, pour permettre de faire appel, c'est le cas de le dire, à un professionnel psychologue pour pouvoir être écouté, réorienté, avoir une approche médicalisée, voire même une approche d'urgence. Donc c'est un formidable outil complémentaire par rapport à tout ce qui peut exister sur les territoires. Et pour vous, au niveau libéral, ben, et même au niveau de la structure de la CPTS, ben, c'est vraiment rassurant de pouvoir communiquer ce numéro et cette application qui permet effectivement d'avoir un échange tout le temps avec 100% de décroché. Mais notre enjeu à nous, c'est quand même la prévention pour ne pas en arriver là. Et on a tout un tas d'ateliers, de formations et de ressources. C'est-à-dire, on a une formidable boîte à outils, effectivement, qui permet de faire choisir aux professionnels de santé. Et là, c'est sur lamaisondessoignants.fr, qui est notre plateforme que nous avons ouvert fin de l'été, pour pouvoir déjà vous proposer tous les mardis et jeudis de 19 h à 20 h en Zoom des ateliers de sensibilisation autour de la gestion du stress, autour du bien manger, bien bouger, bien dormir, autour de la respiration, autour de la communication non violente, autour du management sous toutes ses formes. Bref, dispensés par des experts qui sont évalués à la fin de chaque atelier pour pouvoir être hyper professionnels sur ces ateliers de sensibilisation. Dans ce cadre-là, j'ai pas mis le bon slide, mais c'est celui-là. Donc vous avez ici l'agenda des ateliers jusqu'à la fin de novembre qui permet de profiter en tout cas de ces ateliers tous les mardis et jeudis de 19 h à 20 h. On a en dehors de ces ateliers ce qu'on appelait nous des journées qui sont souvent en visio mais qui peuvent être également en présentiel. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, on a toute une journée pour le bien-être des soignants qui est soutenu par l'ARS Occitanie avec en général une plénière. Et là, en l'occurrence, c'était une plénière sur la démarche l'égalité femmes-hommes par le vice-président de donner des ailes à la santé. Et après, on propose
aux participants, c'est-à-dire aux soignants qui viennent se connecter, un certain nombre d'ateliers au choix autour des thématiques que je viens de vous citer, qu'on retrouve également dans les ateliers du soir. Donc on fait, une douzaine de journées, dans l'année, ce qui est, quand même un bel, en tout cas une belle ressource qui permet en région, le plus souvent, de pouvoir, se connecter, dans ce cadre-là. Derrière tout ça, on a aussi quelques partenariats avec des fondations, avec des parcours. En l'occurrence, là, c'était avec la Fondation Clariane et c'est accessible, à tous sur notre site, lamaisondessoignants.fr. Ce sont des, ateliers qui sont en replay que vous pouvez aller consulter, qui sont faits, autour de l'activité physique et des parties du corps pour les faire bouger, pour rentrer en mouvement puisque c'est, notre parcours, autour de ça et en général, des établissements, communiquent sur ces, parcours et on arrive, des fois, jusqu'à 200 ou 300 participants sur ces, ateliers et ces parcours pour que les soignants rentrent en mouvement, avec une thématique donnée. Là, en l'occurrence, c'était, en tout cas, l'activité physique. Pour aller plus loin, on fait des formations Calliope. On en fait une par mois autour des risques psychosociaux. Ça dure une journée et nous avions hier une formation d'une journée sur l'addiction. Je rappelle que l'addiction, c'est, la France est numéro un des professionnels de santé qui sont en addiction. Donc, nous, c'est une thématique qui revient souvent pour, savoir comment on repère les professionnels de santé addicts, mieux les accompagner et si ça vous dit, en tout cas parce que vous êtes tous maintenant, adhérents, parce que votre, CPTS est partenaire, accès à ces formations Calliope. Ces formations vous sont offertes et vous pouvez là, le mois prochain, vous connecter pour participer à, la journée sur la communication, non violente, au service de la gestion, et de la violence au quotidien. Donc je vous encourage vraiment à vous connecter parce que c'est de très, très grande qualité. Derrière tout ça, on a des fiches repères, on a une trentaine de fiches repères sur lesquelles, pareil, dans l'espace partenaire, vous avez accès. Donc je vous encourage aussi à aller les consulter, c'est pratique, c'est un recto verso, il y a plein de liens avec nos partenaires qui permet, effectivement de pouvoir, avoir des astuces autour du sommeil, de l'activité physique, du burn-out, de la dépression, de l'insomnie et cetera. Donc ces fiches repères sont très pratiques et peuvent vous apporter un certain nombre de recommandations. On est en partenariat également avec le Collège français des anesthésistes réanimateurs pour vous auto-tester. Souvent, on est dans le déni, je pense notamment au sommeil. On est tous en manque de sommeil. Ben, quand vous allez faire le test avec Morphée, sur le test du sommeil, ben, on s'aperçoit tous qu'on est en manque et derrière ce test, il y a des recommandations puisqu'on est en partenariat avec Morphée. Mais sur le site de la CEFA, vous avez une dizaine de tests validés scientifiquement qui permettent de vous auto-évaluer sur la dépression, le burn-out, la fatigue, le sommeil, l'alcoolisme, et c'est vraiment très intéressant et on est en lien aussi sur l'auto-évaluation avec, le site de l'assurance, maladie et notamment l'activité physique et on a plein d'autres projets qui arrivent sur les bilans de prévention, dans ce cadre-là. On a aussi sur notre site un certain nombre d'ouvrages qu'on a référencés sur lesquels vous pouvez, avoir accès. Donc voilà, un petit peu la panoplie, de tout ce que l'on, propose au niveau, de SPS et des outils comme étant une boîte à outils. Mais ce que je peux vous dire, parce que maintenant vous avez accès, chacun d'entre vous a accès à l'espace partenaire, certes, pour SPS, on a une offre qui est accessible à tous, qui est la plateforme des ateliers de prévention tous les mardis et jeudis de 19h à 20h. On a également des groupes de parole tous les mois où vous pouvez vous connecter, des fiches pratiques, des autotests. Donc ça, c'est une partie du service qui est accessible à tous, mais on a développé, grâce au soutien, grâce à votre soutien, des services plus élaborés et notamment vous avez accès à tous les replays de nos ateliers. Du mardi et jeudi, on en fait plus de 80 par an, donc vous avez une sacrée bibliothèque de ressources en fonction de vos envies, que ce soit au niveau de l'alimentation. Vous avez accès avec votre code partenaire aux formations Calliope, il y en a 10 par an et ça continuera l'année prochaine. Vous avez toutes les fiches pratiques, vous avez même des sessions de e-learning, vous avez un serious game et surtout, et je ne vous le souhaite pas, mais néanmoins ça arrive, si jamais en tout cas il y a une gestion de crise, quand je dis gestion de crise, suicide sur un territoire, etc., votre CPTS peut nous appeler et on peut faire du conseil en gestion de crise.
Ça m'arrive quasiment 3 fois par semaine en ce moment. Donc dans ces cas-là, on mobilise nos ressources, notamment notre réseau national du risque psychosocial et notre réseau de façon globale pour, vous accompagner, pour organiser des groupes de parole et pour ne pas vous laisser seul parce que c'est quand même toujours assez douloureux. C'est toujours le soir, la veille d'un week-end et dans ce cadre-là, SPS essaie de remettre aussi en évidence notre plateforme où il y a tout le temps quelqu'un qui répond et de vous accompagner avec du conseil en gestion de crise dans ce cadre-là. En tant que partenaire aussi, on vous accompagne sur tous les éléments de communication qui sont en train un petit peu de changer en ce moment puisque SPS devient SPS, l'Institut pour la santé des soignants. Donc on passe du bleu au violet, mais derrière ce changement coloriel, il y a quand même un sacré renforcement, en tout cas de l'approche des outils qui se multiplient et qui donnent la possibilité à chacun d'entre vous d'aller choisir. Donc, c'est un soutien symbolique en tout cas fort de votre CPTS pour vous offrir tout ça. Euh, Grâce en fait au soutien des ARS, les CPTS, j'ai envie de dire, ont un soutien, voilà, nous soutiennent symboliquement qui permet d'avoir accès à un numéro d'accès pour avoir en tout cas, tous ces services et toute cette offre de services. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas que dans la défense de la cause, nous ne sommes pas que dans les recommandations qui sont nombreuses. On est, mais avec plein d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans des structures de santé, dans les CPTS actuellement, pour effectivement trouver des solutions de ressources pour préserver la santé des soignants. Et dans ce cadre-là, on a décidé au niveau de SPS, parce qu'on veut continuer à offrir des services pour l'ensemble des soignants, des services qui leur sont offerts, et que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout financer, on a décidé de se mobiliser et d'appeler à la grande cause nationale en faisant un appel aux dons. Donc si ça vous dit et de nous rejoindre, en tout cas, on va se mobiliser pendant 3 jours, les 9, 10, 11 décembre. Donc vous pourrez tout à fait aussi vous mobiliser avec nous. Et ce n'est pas qu'une histoire financière, c'est une histoire aussi d'engagement, de réseau pour pouvoir effectivement mobiliser et aller dans cette grande cause nationale. Alors juste peut-être pour finir sur tout ça, vous aurez effectivement sur le site de la maisondessoignants.fr, alors je rappelle qu'il y a 2 sites qui viennent d'être restructurés. Il y a le site vitrine qui est sps-institut.fr où vous retrouvez nos origines, notre conseil d'administration, la mobilisation territoriale avec 60 délégués régionaux et ambassadeurs. Il y a toute l'actualité de SPS. Il y a également un certain nombre d'ouvrages. Il y a tous nos communiqués de presse qui vous donnent accès à la partie institutionnelle, également toutes les archives des 11 colloques nationaux et nos rencontres en région pour construire une vraie politique d'amélioration de la santé des soignants. Et sur le site de la maisondessoignants.fr, c'est notre nouveau site qui présente l'ensemble des services de SPS, mais pas que. Et vous avez ici une copie d'écran. Et puisque vous êtes partenaire, en haut à droite, vous avez accès à mon espace dans lequel vous avez un code d'accès qui vous permet d'avoir tous les services dont je viens de vous parler par ordre chronologique, par région, par ressources individuelles ou ressources collectives. Donc, et aussi, parce que vous êtes francilien, vous avez accès à la nouvelle maison des soignants qui vient d'être inaugurée, qui est dans le 17e. Alors, ça fait un peu loin pour vous, mais vous pouvez très bien nous contacter pour organiser en tout cas un événement ou pour faire une formation pour qu'on puisse vous accueillir à cette nouvelle maison des soignants qui se trouve à Paris dans ce cadre-là. Donc, vous voyez que la maison des soignants, c'est à la fois une approche digitale avec l'ensemble des services, mais c'est aussi l'approche en présentiel avec une, une salle qui est en tout cas une pièce qui est réservée à des consultations avec un psychologue qui vous accueille les soignants qui auraient besoin, les soignants ou les étudiants en santé. On a 2 salles conjointes qui peuvent servir de salle de formation, salle de ressources ou salle d'activité physique. Et vous pouvez aller vous inscrire directement sur le site de la maisondessoignants.fr pour avoir accès à ces ateliers qu'on est en train de mettre en place, puisqu'on vient voilà, d'ouvrir cette nouvelle maison des soignants. Et on aura vraiment plus de choix, en tout cas au mois de janvier. Mais là, il y a déjà effectivement un certain nombre de possibilités d'aller se ressourcer.
Donc voilà, tout ça pour vous dire aussi qu'on est présent sur les réseaux sociaux pour suivre toutes nos actualités en région, puisqu'on fait plus de 120 événements dans toute la France. Et la région Île-de-France, évidemment, est une grosse région. Ça représente 30% de nos appels, donc elle est surreprésentée en termes de nombre d'appels reçus. Et on essaie aussi effectivement d'être actif par rapport aux liens qu'on peut tisser avec vous. Et évidemment, on est à votre disposition pour s'adapter le plus possible à votre demande et à vos idées. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une belle après-midi de ressources et autour de cette belle thématique, prendre soin de nos soignants, pour prendre soin de nous, prendre soin de nous pour prendre soin de nos patients aussi. Et encore une fois, une thématique hyper importante qu'il faut qu'on développe collectivement, qu'il faut qu'on protège collectivement, qu'on préserve collectivement en fait notre propre santé. Voilà, on est maintenant, et Alexis et moi, à votre disposition pour répondre à vos questions. Que je vais me permettre. Au niveau des actions, du coup, que le gouvernement prévoit de mettre en place suite au travail qui avait été fait en 2023, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous présenter? Alors, pour l'instant, la base de travail reste le rapport qui a été remis en 2023 à Agnès Firmin-Lebaudot. Et donc, les actions, les recommandations vont être traduites en actions. Donc, a priori, on devrait retrouver pour l'essentiel ce qui a été proposé dans le cadre de ce rapport. Donc, il y a à la fois des actions très locales, et puis après, il y a des actions nationales, parce que ça exige également, je l'ai dit tout à l'heure, un profond changement culturel. Et donc, ça va de l'usager au décideur public. Catherine l'a souligné, c'est quand même un travail de fond qui doit permettre de reconsidérer la santé des professionnels de santé comme n'étant pas une fin en soi, mais comme étant un moyen d'avoir d'abord une qualité, une sécurité des soins à la hauteur, mais aussi suffisamment d'attractivité pour ces métiers. Force est de constater que quand on regarde l'actualité, quand on regarde les données statistiques, lorsqu'on regarde également le taux de pathologie professionnelle dans ce secteur, on a quand même un secteur sanitaire, un secteur social ou un secteur médico-social qui manque réellement d'attractivité. Alors, ce n'est pas la seule réponse à l'amélioration de l'attractivité, mais il n'empêche que prendre soin de ces acteurs, c'est aussi donner envie aux plus jeunes ou aux moins jeunes, pour les reconversions, de s'engager dans ces métiers. Donc, le rapport est la base de réflexion. Autour de ce rapport ont été réunis l'ensemble des parties prenantes qui ont participé à l'époque, pour la plupart d'entre eux, à la rédaction de ce document. SPS fait partie de ces acteurs qui ont été réunis pour réfléchir et pour remobiliser les propositions qui ont été formalisées par la Direction générale de l'offre de soins. Vous donner des exemples très concrets, ce serait aller au-devant de ce que les groupes de travail aujourd'hui encore travaillent. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des choses très concrètes et d'ici la fin de l'année ou tout début d'année prochaine. Le comité de suivi, je l'ai dit, est placé sous le pilotage de la Direction générale de l'offre de soins, donc sans être trop administratif ou technique, c'est notre administration centrale référente lorsqu'on est professionnel de santé. Les deux personnes qui en assurent l'animation sont Nicolas Delmas, qui est chef de projet de réactivité à la DGOS, et Philippe de Normandie, qui est l'un des co-rapporteurs de la mission ministérielle. On devrait avoir un peu plus de visibilité d'ici la fin de cette année, donc autrement dit demain, ou tout début d'année prochaine. En tout cas, ce qui est visé, c'est de continuer à mettre ce sujet dans le débat public, pas que politique. C'est continuer aux côtés des autres acteurs à insister sur la nécessité de s'occuper de la santé des soignants au sens très large du terme, pas que sous l'angle de la santé au travail, parce que quand on parle de santé des soignants, c'est un sujet de santé des femmes, la plupart des soignants sont des soignantes. C'est également un sujet de sociologie. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des biais, il peut y avoir des fausses croyances. Il peut y avoir aussi une forme de, de pudeur à reconnaître sa propre vulnérabilité. Et puis, il y a un sujet plus systémique où là, actuellement, on est en plein débat budgétaire sur
le financement de notre système de santé, eh bien, ça rentre en ligne de compte. C'est comment on finance, comment on assure la stabilité d'un certain nombre d'actions destinées à améliorer et préserver la santé de ceux qui soignent. Je reviens sur SPS. SPS fait partie de ces acteurs qui nécessitent d'être financés, cofinancés, mais pas que SPS. Il y a aussi des structures publiques, des structures privées ou semi-privées qui ont également mis en place un certain nombre d'actions qui sont elles-mêmes soumises à des impératifs financiers. Hélas, l'argent est le nerf de la guerre, même si l'argent n'est pas que le seul sujet de la santé des soignants. Et il y a des choses qui peuvent être mises en place sans forcément coûter beaucoup d'argent, voire même ne jamais coûter d'argent, et qui sont la logique parfois purement paysanne, et c'est l'objet d'une banque de partage de bonnes pratiques qui a été mise en place par l'Agence nationale d'appui à la performance et qui permet justement à un certain nombre d'acteurs, que ce soit des établissements de santé ou des structures d'appui comme les CPTS, de s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs, avec une méthodologie, avec des objectifs, avec aussi une validation de l'impact de ces mesures pour essayer et tenter de les remettre en place dans son territoire. Parce que on est arrivé à un stade où on doit dépasser la volonté de vouloir faire mieux que le voisin. Si ça se passe bien ailleurs, eh ben, ça peut aussi bien se passer sur son territoire avec les mêmes bonnes pratiques, avec les mêmes bonnes idées. Donc, autant les partager et autant les mettre en commun. Pour compléter peut-être les propos d'Alexis, effectivement, il y a des recommandations qui vont être issues de la feuille de route de la DGOS. Et moi, je dis aussi, ça va être de notre responsabilité à tous, tous les citoyens, mais aussi les soignants, de s'occuper de notre propre santé. On l'a vu tout à l'heure avec Alexis, il y a la santé physique, il y a la santé au travail. Et on est aussi, je pense, assez responsable sans se culpabiliser, mais d'essayer d'avoir voilà, de la prévention. Quand je parle de bien manger, bien bouger, bien dormir, toutes les enquêtes montrent un état alarmant au niveau de la santé physique de certains soignants, qui fait qu'il y a aussi une prise de conscience individuelle sur lequel SPS essaie de les sensibiliser pour que, à titre individuel, sans attendre des recommandations ministérielles, on puisse aussi agir pour notre propre santé. Donc, moi, j'ai envie de dire, OK, on peut attendre les feuilles, en tout cas les recommandations ministérielles, mais on doit aussi, je pense, être responsable de notre propre santé, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir ne pas se culpabiliser, ne pas trop attendre et s'occuper de soi avec des règles de bonne conduite pour notre propre santé, mais aussi la santé de nos patients. Donc, c'est peut-être un message aussi collectif de dire que le ministère ne va pas forcément tout faire pour la santé des soignants et qu'on doit aussi, à titre individuel et à titre aussi d'une équipe, même à titre d'une structure, voir comment on peut, en tout cas, s'occuper de nos collègues et s'occuper de nous. Merci beaucoup.